Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Rendez-vous Studio, le podcast présenté par l'Association La Case. L'Association La Case, c'est une association d'éducation populaire à l'environnement et au développement durable, mais aussi à la citoyenneté et la solidarité internationale, et également au numérique et aux médias et à l'information. Pour ce nouvel épisode qui s'intitulera La bataille de l'égalité est-elle impossible à gagner, je suis en compagnie de Marie. Bonjour. Laetitia. Bonjour. Adesola. Bonjour. Et moi je m'appelle Sarah. Dans cet épisode, nous parlerons des mouvements anti-droits et masculinistes et du backlash que subissent un certain nombre de droits, notamment le droit des femmes, en particulier les droits à la santé sexuelle et reproductive, les droits politiques et sur la destruction des infrastructures qui encouragent l'égalité. Avant de commencer cet épisode, nous souhaiterions faire un petit trigger warning pour les personnes qui seraient sensibles à des sujets tels que les violences sexistes et sexuelles et le suicide. Avez-vous déjà entendu parler de Nara Smith, Anna Neilman ou Alena Kate Petit? Ces femmes tradwives ou traditional wives ou en français femmes traditionnelles comptabilisent des millions de vues sur leurs réseaux sociaux et en les suivant, on a accès à du contenu où elles font la promotion de leur vie de femme au foyer. Donc on peut les voir très bien habillées, très bien apprêtées, en train de faire à manger, de s'occuper de leurs enfants. Si ce contenu paraît a priori inoffensif, il véhicule en réalité une certaine vision des rôles genrés des femmes et des hommes, avec des hommes qui travaillent et apportent de l'argent au foyer et des femmes qui restent à la maison et s'occupent des enfants. Et bien que ce mouvement soit actuellement principalement anglophone, ces idées conservatrices, on peut les retrouver un peu partout dans le monde. Elles ont explosé notamment en 2016 pendant la campagne électorale de Trump. Et en France, on les retrouve à travers des mouvements tels que la Manif pour tous, renommé depuis 2023 le syndicat de la famille, et qui a de nombreuses variantes partout en Europe. Je voulais remettre un petit point d'histoire aussi parce que du coup, le mouvement conservatiste, ça fait quand même assez longtemps qu'il existe, contrairement à ce qu'on pense. Il est né sans avoir été nommé d'un livre parce que Edmund Burke, qui était un homme politique et un philosophe irlandais, en 1790, a écrit un livre sur la Révolution française qui s'appelait Réflexions sur la Révolution française, où il a analysé la situation du peuple français lors de ce gros événement qui a marqué quand même l'histoire. Et en fait, il a introduit cette notion car il a critiqué en fait le peuple parce qu'il considérait qu'il rejetait les traditions et les anciennes valeurs qu'avait la France. Et pour lui, c'était impensable qu'on puisse rejeter ces valeurs qui étaient autant ancrées. Et du coup, il va pas parler, lui, de conservatisme, mais ça va naître de là. En France, on va pas trop utiliser ce terme. On va plutôt dire que les gens sont réactionnaires. De toute manière, ce terme, il prend des formes différentes en fonction du contexte politique dans lequel il se trouve. Et j'ai écouté du coup une interview de Pierre-Yves Néron, qui est maître de conférence en philosophie à l'école européenne des sciences politiques et sociales, et de Raphaël Théry, qui est agrégé de philosophie et maîtresse de conférence en droit à l'université du Panthéon-Assas. Et sur Politica, ils ont fait une petite interview et ils ont donné 3 caractéristiques du conservatisme. Donc, il y a à la fois la défense et le maintien d'un ordre social, la valorisation des hiérarchies et des inégalités, et la préservation des régimes de pouvoir privé. Donc il faut quand même qu'il y ait ces 3 caractéristiques, mais c'est vrai que par exemple le conservatisme, on l'entend surtout parler aux États-Unis et ça se sépare vraiment entre partis politiques. En France, c'est un peu plus complexe parce qu'on a moins cette séparation et on n'a pas de grands mouvements politiques phares. Du coup, aujourd'hui, ce conservatisme, il s'exprime de façon différente et notamment, par exemple, en Europe et en fait partout dans le monde, il est notamment porté par les mouvements qu'on appelle anti-droits, qui sont définis comme ça parce qu'ils sont contre les droits fondamentaux. C'est des mouvements qui sont assez hétéroclites, ils sont très variés. Il y a à la fois des acteurs étatiques, comme des gouvernements, des acteurs associatifs, politiques, économiques, religieux. Et ces acteurs-là, du coup conservateurs et anti-droits, ils ont comme point commun en fait de s'opposer aux droits des femmes et des minorités de genre. C'est des groupes qui sont
en particulier, et on en parlera peut-être un peu après, mais très très bien organisés, très bien financés, notamment par des riches conservateurs qui font de la philanthropie en fait pour financer ces mouvements-là. Et par exemple, le Forum parlementaire européen, il a estimé qu'ils auraient perçu plusieurs milliards d'euros, donc pour les mouvements en Europe, entre 2009 et 2018. Et du coup, parmi ces mouvements-là, on compte en fait différentes organisations comme des organisations de coopération islamique qui regroupent des États, le Congrès des familles, une ONG qui s'appelle Family Watch International, le Vatican, Agenda Europe, qui est une structure qui coordonne en Europe plus de 100 associations dans 30 pays européens. Du coup, leur argument commun, c'est vraiment la peur de la destruction de la cellule familiale, c'est-à-dire la famille telle qu'on l'entend traditionnellement, avec un père, une mère, des enfants. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on voit que c'est pas cantonné à une seule religion, c'est pas cantonné à un pays comme avec les tradwives, on peut se dire. C'est que aux États-Unis et c'est que avec le protestantisme ou les mormons, on voit que ça regroupe tout un tas de religions et d'acteurs. Et au-delà du coup aussi de cette composition familiale, ce sont aussi les rôles genrés hommes-femmes véhiculés par beaucoup de stéréotypes. Et il y a aussi un autre mouvement qu'on retrouve et dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère médiatique et des réseaux sociaux, c'est les masculinismes. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ou pas cette tendance. Explique-nous. Je vais vous expliquer, Jamy. Du coup, cette tendance masculiniste, c'est le fait que des hommes, principalement en tout cas, même si des femmes aussi le font, véhiculent des idées, des stéréotypes de genre, comme on pourrait dire aussi de mâle alpha. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, comment est-ce qu'ils doivent agir tous deux dans la société. Et d'ailleurs, petit fun fact, le mâle alpha par rapport au loup n'existe pas. En soi, quand je dis qu'il n'existe pas, c'est que du coup, un scientifique a étudié pendant des années et des années des loups, mais en fait, il les a étudiés en captivité et un seul groupe de loups. Et à partir de là, il en a déduit qu'il y avait un mâle alpha qui était du coup le chef de la meute. Il en a écrit un livre, tout le monde a apprécié son livre, il a été relayé, etc., par aussi la sphère scientifique. Sauf qu'en fait, au bout de quelques années, d'autres scientifiques se sont penchés sur ces études et ont vu que dans la sphère autre que qu'en captivité, merci. Autre qu'en captivité, les loups dans l'espace naturel n'agissaient pas comme ça, qu'il y avait en fait une femelle et un mâle qui régnaient sur le groupe. Et après, les autres loups qui étaient là, je vais pas tout vous expliquer non plus. Faites vos recherches vous-même. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, les mâles alpha dans les loups, ça n'existe pas. Et eux, ils s'appuient beaucoup là-dessus. C'est une très bonne anecdote, Marie. Et justement, en fait, ces mouvements masculinisme, du coup, ils sont en pleine montée en France, c'est vrai, mais pas que. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi les retrouver sous une étiquette coach de vie, coach love, qui vont s'appuyer sur une vision très patriarcale et qui place la femme dans un rôle bien défini. Et du coup, ils vont véhiculer vraiment ces valeurs dites traditionnelles afin d'aller attirer un certain type d'hommes. Il y a deux communautés un peu dans ce mouvement. Il y a ce qu'ils appellent les men going their own way, qui sont plutôt des hommes qui ont décidé d'arrêter de se préoccuper des femmes et du coup qui veulent vivre leur vie en rejetant complètement en fait cette partie de la population. Et il y a les célibataires involontaires, donc les incels, qui eux ont plutôt l'habitude de pas avoir beaucoup de succès avec les femmes et du coup ils vont développer des complexes. Et c'est aussi sur ça que ces leaders du masculinisme s'appuient pour en faire un business à part entière, parce qu'ils vont s'appuyer du coup sur cette frustration que ces incels ont, afin de leur montrer que grâce à leur solution miracle, ils pourraient possiblement réussir à reprendre un contrôle sur leur vie et un contrôle dans leurs relations romantiques. Du coup, il faut savoir que cette frustration des hommes, elle vient aussi parce qu'on a des rôles genrés, tu disais tout à l'heure, très définis, mais surtout très essentialistes, c'est-à-dire soi-disant naturels dans leur conception en fait des relations entre femmes et hommes. Comme tu disais, Marie, avec ton exemple du mâle alpha, il y a clairement un dominant et un dominé. Il y a aussi cette idée que les femmes devraient être contentes de l'attention qu'elles reçoivent des hommes, même quand ceux-ci ne les intéressent pas nécessairement. Et du coup, cette idée de célibataire involontaire, c'est pas juste j'aimerais être en couple et je peux pas. C'est aussi toute une rhétorique autour de les femmes préfèrent
ce type d'homme et elles n'aiment pas les hommes gentils, elles veulent des hommes forts, machos, etc. Et c'est un peu ce que leur vendent du coup ces coachs de vie, c'est comment être plus attirant, plus viril, plus fort, enfin voilà. Comment asseoir cette dominance pour avoir accès aux relations avec des femmes. Et du coup, donc, ces mouvements, et notamment incel, ils sont assez dangereux parce qu'en fait, il y a déjà eu des attentats, en fait, des assassinats qui ont été directement causés par cette mouvance, notamment du coup des tueries à destination des femmes, hein, où on va tuer les femmes ou des minorités de genre, par vengeance, entre guillemets, du fait d'être laissé pour compte dans les relations femmes-hommes. Et justement, quand tu dis que ça peut être dangereux, effectivement, en France, il y a eu le premier meurtre lié à ce mouvement masculiniste avec Michael Filetas. C'était le 29 janvier 2020 et c'était du coup, comme tu l'as dit, le premier meurtre en France. Et en fait, c'était un homme du coup qui était en couple et qui est rentré dans cette spirale infernale. Et petit à petit, même parce qu'il avait quand même une grosse communauté sur les réseaux sociaux, les gens l'ont vu changer et transformer un peu sa façon d'être et sa façon de faire en couple. Il est devenu très misogyne en fait dans ses propos qu'il tenait en ligne. Si ça vous intéresse vraiment d'avoir les détails, vous pouvez aller voir Les hommes qui détestent les femmes, qui est un documentaire de France Slash qui est disponible sur le net. Sur le net. Sur le World Wide Web. D'ailleurs, les réseaux sociaux propagent beaucoup ces idées, et pas seulement des hommes envers les hommes, mais aussi des femmes envers les femmes, comme par exemple Thaïs Escuffon, qui est une militante politique qui avait son ancien mouvement qui s'appelait Génération Identitaire, et qui essayait du coup justement de capter l'attention des femmes envers ces mouvements masculinisme, à des buts d'engagement politique, et après par rapport à tout ce qui était composé son ancien groupe. C'est son ancien groupe parce qu'il a été dissous par le gouvernement, parce que c'est un groupe identitaire d'extrême droite. Et par exemple, elle, du coup, elle en était, je crois, la porte-parole, si je dis pas de bêtises. Et elle avait lancé elle a lancé en fait une plateforme payante pour justement propager un peu ces propos-là et utiliser en fait ces rhétoriques pour engager les hommes en politique. On revient là à une rhétorique vraiment très conservatrice, mais avec des rhétoriques un peu de péril civilisationnel, c'est-à-dire il faut que les hommes soient en couple, il faut que les familles fassent des enfants, et puis si possible des enfants blancs, parce que sinon là on marche après dans la suite de ce discours qui va être le grand remplacement, ou en tout cas cette idée que on va être remplacé par des personnes d'origine étrangère. Et par exemple, une des rhétoriques qu'ils utilisent beaucoup dans les mouvements masculinistes, c'est se dire que les hommes ont un rôle de protection vis-à-vis des étrangers qui pourraient venir violer les femmes françaises, là en l'occurrence. Mais en tout cas, voilà, cette idée aussi qu'il faut que ce soit eux et pas quelqu'un d'autre qui soit en couple avec ces femmes-là, parce que sinon, ça dilue le sang français, ça dilue, ça le met en danger les femmes. Voilà, il y avait une rhétorique aussi de ce type-là dans les mouvements masculinistes et qui vise clairement en fait à rameuter du coup des hommes dans les mouvements d'extrême droite. Et je trouve ça un peu ironique quand même que du coup ça soit un peu les grands protecteurs, parce que quand on creuse un petit peu dans ces mouvements, et une nouvelle fois c'est redit encore dans le documentaire, mais il y a une énorme culture du viol en fait qui se développe sur les groupes de discussion de masculinisme. Des fois ça peut en sauver certains de ce mouvement, parce qu'il y en a qui se disent oh mon dieu, je suis pas du tout dedans, et voilà, mais il y en a que ça engraine encore plus et ça véhicule quand même des idées qui sont inhumaines et qui ne devraient pas exister tout simplement. Et qui coûtent à la vie, en fait. Parce que au-delà de Michael Filetas, il y avait aussi le cas dans les mouvements masculinisme d'une streameuse sud-coréenne qui, parce qu'elle avait fait pendant son live stream un geste d'une taille d'un pénis, qui a été interprétée par certains masculinismes comme une critique de la taille de pénis des hommes. Elle s'est fait cyberharceler pendant très longtemps et elle a fini par se suicider.
Du coup, ces mouvements masculinistes comme anti-droit, ils ont des conséquences évidemment gravissimes, comme on l'a vu avec les exemples que tu as donnés à Dessola. Et finalement, malheureusement, ils viennent pas de nulle part. La période actuelle, en fait, de un peu résurgence des idées conservatrices, anti-droit, elle est qualifiée de backlash. Ça veut dire retour de bâton en français. C'est un terme qui a été théorisé par une journaliste américaine qui s'appelle Suzanne Faludi en 1991 et qui a été vraiment propulsée sur le devant de la scène médiatique en 2022. À la base, quand elle a théorisé ce terme, ça décrivait en fait les réactions des conservateurs aux États-Unis face au mouvement de libération des femmes dans les années 70-80. Et aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé plutôt pour désigner les mouvements du coup conservateurs et masculinistes qui réagissent très violemment dès lors qu'il y a des avancées dans les droits des femmes. Leur objectif, et notamment selon le rapport qui a été écrit par Equipop et la fondation Jean Jaurès, c'est en fait de saper les progrès, voire de faire reculer les droits des femmes. Et d'ailleurs, certaines associations estiment que le backlash qu'on vit actuellement, en fait, c'est la conséquence directe du mouvement MeToo, qui a été initié en 2006 par Tarana Burke et qui est vraiment revenu sur le devant de la scène en 2017. Et ce mouvement, il a un peu libéré la parole des femmes vis-à-vis à la fois des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des représentations genrées. Et du coup, on est dans une période là où on va revenir face à des droits qui avancent pour les femmes sur ces sujets-là. On a ces mouvements qui réagissent très très fortement et ça se manifeste concrètement par des attaques envers les droits des femmes. Par exemple, si on parle d'un droit qui a beaucoup reculé dans plein de pays, on a le droit à la santé sexuelle et reproductive. Ça a été défini par la Direction de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils la définissent comme les droits sexuels sont relatifs à la sexualité indépendamment du fait que celle-ci peut conduire à la reproduction. Ils consacrent le droit de chacune de décider librement de son corps, de sa sexualité, quel que soit son sexe, son genre, son orientation sexuelle, son origine ethnique ou son handicap. Ces droits concernent autant la santé que le bien-être physique, mental et social. Les droits reproductifs, eux, sont relatifs à la fécondité. Ils concernent à la fois la santé de la reproduction, fécondation, grossesse, accouchement et celle de la non-reproduction, avortement, stérilité. En particulier, ces droits permettent aux individus de décider librement du moment de la reproduction, du nombre souhaité d'enfants ou de l'espacement entre les naissances. Et du coup, moi, je voulais commencer par prendre l'exemple des États-Unis parce que ça a fait beaucoup parler, parce qu'en juin 2022, il a été décidé que chaque État déciderait de l'abolition ou non du droit à l'avortement. Et si vous allez regarder sur le journal Le Monde en ligne, et pas sur les nets, et vous aurez une carte interactive qui retrace en fait tous les différents États des États-Unis et qui ou non a retiré son droit à l'avortement et dans quelles conditions. Et par exemple, quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a même certains États qui ont retiré ce droit sans exception en cas de viol ou d'inceste. Donc on a notamment par exemple le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l'Oklahoma, l'Arkansas, l'Alabama, le Kentucky. Et on parlait tout à l'heure de conservatisme et c'est aussi des États qui sont considérés comme conservateurs. Et il y a du coup un épisode du podcast Core Daddy où Alex Cooper s'est rendu dans une clinique de Caroline du Nord qui, eux, ont le droit de pratiquer l'avortement, mais en fait, dans ce centre, ils sont énormément attaqués du coup par les personnes pro-life, comme on les appelle, donc ceux qui sont pour la vie, qui sont contre l'avortement. Et en fait, on se rend compte que du coup, il y a encore des cliniques comme ça qui fonctionnent parce que leur état leur permet le droit à l'avortement, mais qu'on a un gros mouvement de ce qu'ils appellent abortion deserts. Donc c'est le fait de déserter en fait son état pour aller dans une ville qui a des cliniques qui peuvent pratiquer justement l'avortement. Et pour que ça soit considéré comme ça, il faut que les villes elles aient plus de 100 000 habitants où l'avortement est légal et que du coup ces personnes fassent plus de 160 km pour accéder à une clinique. En fait, on déplace le problème parce que du coup ces personnes sont obligées de se déplacer et financièrement c'est pas toujours possible. Il y avait d'ailleurs des politiciens qui avaient suggéré, alors ça n'a pas été mis en place,
et je pense que ce serait très dur de le faire, mais justement de contrôler en fait toutes les femmes enceintes qui passeraient la frontière de l'État pour vérifier en fait qu'elles vont pas avorter. Et c'est assez dingue parce que du coup, c'est déplacer le problème, mais c'est aussi empêcher concrètement les femmes d'avoir accès à ce droit. Ouais. Et justement, il y avait une des personnes qui travaillait dans cette clinique qui a dit, elle s'appelle Robin Marty, avoir la possibilité de contrôler votre corps vous donne de l'indépendance, ce qui n'est pas quelque chose qu'ils apprécient en parlant des politiques. Et je trouvais ça très intéressant de le placer comme ça. C'est vrai que ce sujet du droit à l'avortement, il est beaucoup pris en main par ces mouvements dont on a parlé tout à l'heure, anti-droit, conservateurs, masculinistes. Notamment, on disait que voilà, leur préoccupation, c'était la famille naturelle. Et en fait, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, les États-Unis, mais ils ne sont pas les seuls, c'est une préoccupation majeure. Et par exemple, en Russie, du coup, qui est un pays qui traverse une grosse crise démographique, en fait, ils font face à une peur du dépeuplement. Ils ont peur de ne plus avoir finalement assez de citoyens russes. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine dans les années 2000, le sujet en fait du droit à l'avortement, c'est vraiment un de ses chevaux de bataille, alors même que la Russie, alors URSS, était un des premiers pays au monde à avoir permis l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, en fait, c'est très, 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 très difficile d'y avoir accès en Russie. Il y a des méthodes de dissuasion, par exemple, avec des visites psychologiques obligatoires pour toute personne qui souhaiterait avorter, des restrictions sur les délais, des restrictions d'accès aux pilules abortives. Et donc, on est sur un droit qui existe, mais qui en fait est quasiment inaccessible. Il y a aussi du coup le cas au Japon où pour l'avortement, la femme qui souhaite avorter doit avoir un papier du géniteur disant que lui aussi est pour l'avortement, puisque si elle n'a pas ce papier, elle ne peut pas avorter. On n'en est plus là en France, parce qu'on a quand même institué la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, donc à l'IVG, dans la Constitution le 8 mars 2024. Par contre, le 16 janvier, notre président Emmanuel Macron a quand même abordé une stratégie de réarmement démographique par peur d'un taux de natalité trop bas en France, avec moins de 2 enfants par femme en 2023. Du coup, en France, on a cette, entre guillemets, garantie de la liberté d'accès à l'avortement, mais c'est vraiment pas le cas, du coup, dans de nombreux pays. On a cité les États-Unis, la Russie, on aurait pu citer également la Pologne et d'autres pays. Et ce qu'on voit en tout cas dans ces discours qui promeuvent ce réarmement démographique ou cette peur du dépeuplement, c'est que globalement, quoi qu'il arrive, c'est des terrains de bataille ou des lois qui sont soutenues par des mouvements pro-famille. Il y a par exemple l'Organisation internationale pour la famille, qui est une organisation américaine qui œuvre pour la défense de la famille naturelle, entre guillemets, et organise des conférences et fait du plaidoyer partout dans le monde pour diffuser ce qu'on appelle l'agenda natalis, c'est donc leur programme en faveur du fait qu'il y ait plus de naissances dans le monde. Ces mouvements, ils sont pas seulement du coup anti-féministes, ils sont également clairement anti-minorité de genre, et ils sont fondés sur des idéologies validistes, donc qui portent atteinte aux personnes en situation de handicap, racistes et également classistes, puisqu'on va vous l'expliquer, mais il y a quand même une idée de reproduction des élites, hein, plutôt que des personnes en situation de pauvreté ou défavorisées. Et d'ailleurs, Françoise Vergès, qui est une autrice et militante décoloniale, en parle dans son ouvrage Le ventre des femmes, où elle dit que ces mouvements pro-natalité qui se disent concernés par le baisse des natalités, pour eux, en fait, toutes les naissances ne sont pas favorables. Et justement, dans son ouvrage, elle parle de la politique de stérilisation française menée par l'État français dans les années 60-70 dans l'île de la Réunion, alors qu'en même temps, il interdisait et criminalisait les contraceptions en France métropolitaine. Donc pour montrer cette contradiction et cette volonté de favoriser la naissance d'un certain type de citoyens, contrairement à d'autres. Et on le revoit récemment, tu parlais tout à l'heure, Sarah, de la fameuse phrase de réarmement démographique citée par notre président, qui a fait réagir un certain nombre de militantes féministes et aussi des coloniaux,
qui se posait la question du fait que cette phrase a été utilisée, alors qu'en même temps à Mayotte, l'ARS, l'Agence régionale de santé, était en train de faire la promotion de la ligaturation des trompes pour des populations qui sont majoritairement noires et musulmanes. Donc ça pose question. Et effectivement, dans beaucoup de mouvements pro-natalistes, cette idée que toutes les naissances ne se valent pas, elle est assez répandue. Il y a notamment un des mouvements pronatalistes américains qui est porté par Malcolm et Simon Collins, qui sont un couple qui a été interviewé par le journal The Guardian en mai 2024. C'est assez irréel cet article. Donc eux, ils se donnent le but en fait de faire un maximum d'enfants pour enrayer le déclin démographique, tout en faisant perdurer leur gène et leur point de vue sur le monde. Et comment ça s'explique ? Et bien ça s'explique par le fait qu'ils pensent qu'ils ont des gènes et une vision du monde supérieure. Et donc leur idée c'est que, même s'ils disent soutenir la diversité, ce qu'ils veulent pas c'est, entre guillemets, externaliser l'éducation des enfants à un groupe différent et devoir importer des personnes d'Afrique pour soutenir une population blanche principalement inactive. Donc en fait, l'idée c'est qu'ils constatent que la population aux États-Unis elle est vieillissante, que le système social il a besoin quand même d'un équilibre entre les personnes actives et les personnes retraitées, et que donc ils se sont donnés pour mission de combler ce déficit, d'assurer peut-être leur retraite. C'est un mouvement qui est notamment très populaire au sein des familles riches, blanches, très éduquées américaines, en particulier dans le milieu de la haute technologie. Du coup, ils ne sont pas contre l'avortement parce que du coup, ils sont obsédés par les chiffres et ils se sont rendus compte que le fait de restreindre le droit à l'avortement, c'est mauvais pour la natalité. C'est un peu contre leur ambition. Mais du coup, voilà, se pose la question de jusqu'à quel point on sélectionne aussi des caractéristiques génétiques. Et donc là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans du validisme, voire dans de l'eugénisme, parce que leur but c'est vraiment que les enfants qu'ils mettent au monde aient des caractéristiques les plus propices possibles pour à leur tour enfanter d'autres générations. Et donc je crois qu'ils avaient calculé le nombre de générations qu'il leur faudrait pour repeupler le monde. Il s'appelle comment déjà le film un peu comme ça, où il y a une sélection... C'est pas Big Brother, mais c'est un... Non. Non, c'est Bienvenue à Gattaca. Oui, Bienvenue à Gattaca. Ça fait très Bienvenue à Gattaca, et surtout quand on sait que ce mouvement il est soutenu par le milieu de la haute technologie, on est dans le sujet. Ils citent par exemple Elon Musk comme membre de leur mouvement. Elon Musk qui est évidemment un super exemple puisque effectivement il a fait beaucoup d'enfants mais qu'il n'élève pas du tout, n'est-ce pas ? Il laisse bien soin aux mères de ses enfants de se charger de leur éducation. On est encore sur des rôles genrés bien répartis, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Elon Musk n'y est pas pour rien dans la diffusion de ses idées conservatrices, natalistes et masculinistes, puisque sa plateforme X, anciennement Twitter, est un des repères des mouvements anti-droit. Ces mouvements, ils se sont vraiment emparés d'Internet et des réseaux sociaux pour amplifier leur message et élargir leur audience. En tout cas, c'est ce que nous dit le rapport d'Equipop et de la Fondation Jean Jaurès. En fait, ces mouvements, ils maîtrisent très bien ces outils, ils savent les utiliser. Et il y a eu par exemple une étude, alors qui a été relayée dans le podcast Les couilles sur la table quand les masculins contre-attaquent, où en fait des chercheurs du coup ont créé des nouveaux profils pour étudier en combien de temps ils arriveraient sur des contenus masculinistes. Donc il faut en moyenne 10 minutes avant de tomber sur des contenus masculinistes pour un nouveau profil, que celui-ci soit une coquille vide ou un profil plutôt masculin ou féminin. Et plus on s'engage avec ces contenus, plus on partage, on like, on commente ces contenus, plus les contenus deviennent radicaux. Et on le voit par exemple avec le sujet des violences sexistes et sexuelles qu'on tend à diminuer, voire à dévaloriser en disant finalement que c'est presque normal. Et à tel point que dans certains pays, on revient en arrière sur ces sujets-là. En Russie par exemple, le gouvernement de Poutine, avec le soutien de l'église orthodoxe russe, en 2017 a décriminalisé les violences domestiques ne nécessitant pas d'hospitalisation. C'est-à-dire que désormais, pour les primo-délinquants qui battent leurs femmes ou leurs enfants, ils ne sont plus condamnés, ils auront seulement une petite sanction administrative telle qu'une amende ou des travaux d'intérêt général. Et on pourrait penser que c'est une idée qui vient que des hommes, mais non, c'est soutenu aussi par des femmes. Et par exemple, en 2016, la sénatrice Yelena Mizulina avait déclaré publiquement qu'elle pensait que
citation, « Les femmes ne s'offusquent pas de voir un homme battre sa femme et que le fait qu'un homme batte sa femme est moins offensant que lorsqu'une femme humilie un homme. » Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que tant que l'homme bat sa femme moins d'une fois par an, c'est ok. Tant qu'elle va pas à l'hôpital, c'est ok. Et concrètement, c'est aux victimes aussi de prouver qu'elles ont été victimes de violences. Donc on est un peu dans un recul des droits des femmes vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays dans lesquels les droits reculent énormément. Je vais laisser mes collègues en parler. Par exemple, en Afghanistan, depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, et ils ont rendu la vie des femmes et des filles impossible en mettant leurs droits en péril, notamment dans l'espace public et dans l'éducation, les loisirs. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'université. Elles se font aussi violenter physiquement et notamment dans leurs parties intimes pour éviter de pouvoir avoir une preuve en fait d'appui aux violences qu'elles subissent. Et il y a plusieurs campagnes de propagande qui sont mises en place aussi pour forcer les femmes à porter le hijab. Et ça, c'est diffusé continuellement. C'est vraiment tout un système qui est mis en place pour restreindre les droits fondamentaux des femmes. Et là, on parle d'interdiction directement par rapport aux personnes, mais il y a aussi les fermetures des infrastructures permettant de lutter en faveur de l'égalité qui causent aussi la restriction des droits. Par exemple, en Argentine, le 14 décembre 2023, vous pourrez le retrouver sur le site de Ritmo, mais il y a eu la fermeture du ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité de la Nation après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei en novembre 2023 et qui s'est suivi aussi de la fermeture de certaines institutions de presse et du coup il y a vraiment cette formalisation administrative qui restreint notamment ces droits-là. Et pareil, en Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, quand il était candidat pour la présidentielle en Corée du Sud, donc candidat conservateur, a annoncé la suppression du ministère de l'égalité des genres et de la famille qui, pour lui, faisait trop la promotion de l'égalité de genre et favoriser les femmes, et il voulait retourner à une égalité universelle. Finalement, donc, il a été élu, il ne l'a pas fait, mais il y a eu quand même des coupes budgétaires annoncées pour 2024 sur notamment la prévention des violences faites aux femmes et pour le soutien des victimes. Et c'est malheureux parce que quand on sait que le nerf de la guerre, à chaque fois pour les associations notamment et pour le travail de lutte, de préservation de ces droits, c'est l'argent. Toutes ces coupes budgétaires, ces suppressions d'institutions, ça en dit long sur les priorités qu'ont ces agendas vis-à-vis de ces droits. Mais heureusement pour nous, il existe quand même des moyens de contrecarrer ces dispositions, notamment par le travail associatif. Oui, il y a à la fois le fait de financer ces institutions et aussi de donner accès à des droits, que ce soit dans la santé sexuelle et reproductive ou que ce soit, comme on en a parlé, sur des droits généraux. Juste le fait de pouvoir coexister dans l'espace public et d'aller à l'école et de pouvoir vivre sa vie pleinement. Mais effectivement, à Dessola, il y a des choses qui existent et qu'on peut faire aussi en asso, notamment par exemple, comme fait la case, de faire de la sensibilisation, de mettre à disposition des ressources physiques ou numériques pour permettre à leurs femmes soit de connaître leurs droits ou dans le cadre dans lesquels les appliquer, mais aussi de savoir ce qui se passe aussi aux alentours pour pouvoir les défendre un peu plus à son échelle. Il y a aussi l'importance de l'éducation aux médias, à l'information, pour pouvoir travailler avec le public sur le décryptage de l'information et des mécanismes utilisés aussi par les médias, parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais il y a aussi beaucoup de stratégies qui sont mises en place en fait par ces mouvements-là, enfin tous les mouvements qu'on a cités qui vont contre ces droits-là, pour essayer d'influencer le public par les médias, les réseaux sociaux. Il y a la participation aussi à des collectifs de plaidoyer pour pouvoir travailler. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, et plus on est nombreux, et plus c'est simple aussi de se battre pour ces causes-là et d'aller à plusieurs échelles. Donc c'est aussi important qu'il y ait des collectifs d'asso qui travaillent sur ces questions-là, et aussi, toujours avec l'EMI, défendre aussi les droits des médias, parce que, ok, il y a des médias qui aide aussi ces mouvements-là à monter, mais il y a aussi des médias qui essayent de les contrer. Et le problème, comme pour l'exemple de l'Argentine, où l'agence de presse Telam a été fermée, parce que selon le gouvernement, Telam est une agence de propagande pour le parti de centre-gauche. Ça ne permet pas en fait une pluralité des médias et des opinions. Et malheureusement, c'est très dangereux. Et ce que tu disais, Sarah, sur la pluralité des médias, ça permet aussi de lutter contre les discours anti-droit.
et donc de garantir en fait une égalité réelle des personnes au sein d'une société. On conclut. Du coup. Pour répondre à la question de notre podcast, est-ce que la bataille de l'égalité est-elle impossible à gagner ? Nous avons trouvé du coup une citation de Simone de Beauvoir, même si malgré les actes problématiques qu'elle a fait dans sa vie, cette citation résume parfaitement ce que nous voulons exprimer. Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode de Rendez-vous au studio. Nous en ferons encore plein d'autres l'année prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Association La Case. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Bye. Au revoir.